matière de santé, on entend souvent dire que la recherche avance. Mais parfois, le progrès vient surtout d'un changement de direction, d'une manière différente d'aborder le problème. Aujourd'hui, de nouvelles façons de combattre les maladies apparaissent et elles font naître de grands espoirs. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Réinventer la santé, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, peut-on soigner la vieillesse ? Vivre, c'est vieillir, rien de plus. Cette phrase de Simone de Beauvoir, dans son livre La vieillesse, écrit en 1970, a de quoi nous déprimer. Car c'est ainsi, notre âge avance et le combat semble déjà perdu. Pourtant, certains chercheurs travaillent aujourd'hui à renverser la tendance parce que vieillir, c'est aussi vivre. Et bien vieillir, c'était justement le titre du premier colloque Sciences et Santé, organisé par l'Express le 10 mars dernier. Je vous propose d'écouter la présentation d'Éric Scholl, directeur de la rédaction du journal. Un thème, je le dis au passage, qui va concerner de plus en plus de personnes, puisque selon les Nations Unies, le nombre des plus de 65 ans va doubler d'ici 2050 en passant de 700 millions de personnes à 1,5 milliard d'habitants. La France va suivre la même tendance. Un habitant sur 5 a aujourd'hui plus de 65 ans. Il n'y en avait que 13% en 1970 et en 2070, ils représenteront un tiers de la population française. Des chercheurs, des politiques, des médecins étaient venus échanger sur le sujet avec un objectif, démêler le vrai du faux, alors que les informations contradictoires s'accumulent et qu'on entend de plus en plus de promesses sur une jeunesse éternelle. Ce colloque a surtout présenté plusieurs approches émergentes pour peut-être vieillir plus lentement demain, mais surtout mieux vieillir aujourd'hui. Pour parler des nouvelles approches autour de la longévité, je reçois en studio Stéphanie Benz, l'une des journalistes du service Sciences et Santé qui a participé à l'organisation du colloque de l'Express. Bonjour Stéphanie. Bonjour Charlotte. Stéphanie, tout au long de ce podcast, on va s'intéresser à deux personnages fictifs. La première personne, appelons-la Jeanne, elle avait 80 ans en 1925, l'autre a 20 ans aujourd'hui et on peut la nommer Léa. Léa entend toutes sortes de promesses pour vivre jusqu'à plus de 100 ans et qui plus est en bonne santé. Alors Stéphanie, est-ce que Léa a des raisons d'espérer ? C'est vrai que la recherche s'intensifie autour de ce que l'on appelle la science de la longévité. Mais en réalité, vouloir prolonger la vie, c'est toujours quelque chose qui a préoccupé l'espèce humaine de tout temps. Ce qui change fondamentalement entre Jeanne et Léa, c'est que la première avait des espoirs de vivre plus longtemps grâce aux progrès réalisés par la médecine pour prévenir les maladies infectieuses et aussi grâce à toutes les mesures de santé publique et d'hygiène. Aujourd'hui, c'est vraiment très différent. On réfléchit directement à essayer d'augmenter l'espérance de vie, non pas en luttant contre les maladies, mais en combattant la vieillesse elle-même, ou plutôt en ralentissant le processus de vieillissement. Ça repose sur une vision des choses que nous a exposé Jean-Marc Lemaître lors du colloque. Jean-Marc Lemaître est directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste de la longévité et des recherches sur le vieillissement. Je t'ai préparé un extrait. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer le vieillissement comme une maladie qu'il faudrait traiter et que les maladies qu'on connaît du vieillissement, qui seraient plutôt les conséquences, on pourrait les éviter en traitant cette fragilité, ce vieillissement. Et Stéphanie, est-ce qu'il existe des pistes aujourd'hui pour que notre jeune personne, Léa, vieillisse moins rapidement et donc contracte moins de maladies liées à l'âge ? Alors, il existe plusieurs pistes prometteuses, effectivement. Il faut quand même juste avoir en tête que toutes en sont encore au stade des essais chez l'animal. Il n'y a aujourd'hui rien d'appliqué à l'homme. Mais alors, allons-y. Charlotte, est-ce que tu as déjà entendu parler de la reprogrammation cellulaire ? Alors oui, je me souviens que ton collègue Victor Garcia était venu nous en parler dans un précédent épisode. Le voilà. C'est la possibilité de reprogrammer des cellules, par exemple des cellules de sang ou des cellules de peau, pour les transformer en cellules souches identiques un petit peu à celles de notre naissance. C'est un petit peu comme si on faisait un reset des cellules. C'est une découverte du prix Nobel de médecine de 2012, le japonais Shinya Yamanaka, qui a réussi à transformer des cellules adultes en cellules pluripotentes, c'est-à-dire un petit peu des cellules immatures qui peuvent être reprogrammées en n'importe quelle autre cellule du corps. Cette technique, Jean-Marc Lemaître, qui est aussi co-directeur de l'Institut de médecine régénérative et biothérapie de Montpellier, l'a évoqué lors du colloque. On arrive à effacer des marques du vieillissement tout en reprogrammant les cellules, mais en gardant leur identité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce type de stratégie, on peut l'appliquer à un organisme. Ça a d'ailleurs été fait
On l'a fait avec d'autres collègues sur des modèles de souris. Souvent, on appelle ça un modèle préclinique avant de passer chez l'homme. Et quand on reprogramme toutes les cellules de la souris, juste une seule reprogrammation, on peut gagner jusqu'à 15% de vie en bonne santé sans maladie du vieillissement. Plus d'arthrose, plus de fibrose pulmonaire, etc. Et si on fait ça, on reprogramme de façon un peu plus chronique, on arrive à gagner jusqu'à 30% de vie en bonne santé, sans maladie du vieillissement. Mis à part cette reprogrammation, est-ce qu'il y a une autre technique prometteuse, Stéphanie ? Oui, il y a une deuxième piste que je trouve tout à fait fascinante qui repose sur l'élimination des cellules sénescentes. Alors, une cellule sénescente, qu'est-ce que c'est ? C'est une cellule qui est un peu entre la vie et la mort, qui ne parvient ni à se réparer, ni à s'autodétruire. Le problème, c'est que ces cellules, quand elles sont là, elles multiplient les signaux d'inflammation qui vont nuire aux autres tissus aux alentours. Et donc, ce sont des facteurs importants de vieillissement, même si ce ne sont évidemment pas les seuls. La bonne nouvelle, c'est que ces cellules responsables de notre vieillissement pourraient peut-être un jour être éliminées grâce à des médicaments. On a des molécules maintenant qu'on appelle les sénolytiques, qui sont capables de détruire spécifiquement ces cellules sénescentes. Et quand ces cellules sont détruites, eh bien, à nouveau, on se rend compte que c'est à peu près 30% de vie en bonne santé, sans maladie du vieillissement, pour nos animaux, nos modèles de souris. Mais là, on est déjà, avec ces molécules, en essai clinique aux États-Unis. Il y a tout un ensemble de pathologies qui sont déjà en essai. Donc, si on traite ces cellules d'une façon ou d'une autre, on gagne de la longévité en santé. À en croire Jean-Marc Lemaître, la reprogrammation cellulaire et les sénolytiques sont les deux pistes les plus prometteuses pour en quelque sorte guérir la vieillesse. Mais avec cette approche qui s'attaque aux causes mêmes du vieillissement, jusqu'à quel âge pourrait-on espérer vivre demain ? En 2000, le biologiste Steven Ostad déclare dans la presse que certains enfants nés cette année-là atteindront les 150 ans. Le démographe Jay Olshansky, qui était invité au colloque de l'Express, ne partage pas du tout cette prévision. Ostad et Olshansky font alors un pari et misent chacun $150. Bien sûr, ils ne sauront pas de leur vivant qui a raison, mais si quelqu'un né en 2000 est encore vivant en 2150, les descendants d'Ostad toucheront le pactole. Dans le cas contraire, ce seront ceux d'Olshansky. Alors, Stéphanie, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'âge maximal que l'humain pourrait atteindre ? C'est effectivement une grande question qui reste aujourd'hui totalement ouverte et surtout très débattue. Longtemps, on a pensé que on deviendrait tous un jour des super centenaires au minimum. Ça veut dire qu'on pourrait tous atteindre les 110 ans, voire plus. Et en fait, il semble aujourd'hui que non, on est plutôt vraiment atteint un plafond qui serait même en dessous de 90 ans. C'est en tout cas ce que considère Jay Olshansky. Et effectivement, ça fait une dizaine d'années que l'espérance de vie après 65 ans stagne. Et alors, comment on explique que ce plafond existe ? Alors, sans doute parce que le vieillissement et puis évidemment la mort sont le résultat d'énormément de causes interdépendantes les unes des autres. Il est donc très compliqué d'espérer pouvoir prolonger la vie indéfiniment en bonne santé et de manière certaine. Alors, on sait qu'il y a des pistes, évidemment, qui vont nulle part parce que, a priori, nos organismes ne sont vraiment pas faits pour vivre indéfiniment. Notre colonne vertébrale s'effrite, nos genoux et nos hanches ne sont pas réellement adaptés pour fonctionner plus de 8 ou 9 décennies. Et sans parler de notre cerveau, évidemment, qui, au bout d'un moment, on voit bien chez les personnes âgées, finit par donner des signes de sénilité. Voilà. Donc, ce que dit Olshansky, c'est que, en fait, chercher à augmenter la durée de vie, c'est un peu comme étirer un élastique. En fait, plus on vit longtemps, plus il devient difficile de l'étirer encore davantage. Et là, on est sans doute à un moment où on peut difficilement tirer davantage sur cet élastique. Donc, oui, effectivement, il faut faire attention à toutes les fausses promesses qui circulent autour de la longévité et de l'allongement de la durée de vie. Quelles sont ces fausses promesses ? Alors, sur les réseaux sociaux, en fait, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de distinguer la vraie science des pseudosciences, de tous ces charlatans qui vont vous assurer qu'avec telle pratique ou avec telle alimentation, tel complément alimentaire, vous allez régler tous vos problèmes de santé et puis, du coup, effectivement, vivre beaucoup plus longtemps. On peut citer, par exemple, le jeûne, les compléments alimentaires, etc. Et puis, il y a un exemple qui est vraiment très connu, c'est celui de ce multimillionnaire américain, Brian Johnson, qui, lui, s'est juré de
de vaincre la vieillesse et même peut-être la mort. Et pour cela, il fait des expérimentations sur sa propre personne. On a inversé le temps. Peut-on trouver la fontaine de jouvence ? On a pris toutes les études scientifiques qui existent sur le vieillissement. On les a analysées et on a mis en place un protocole parfait. Si vous regardez mon cholestérol, mon cœur, mes poumons, ma vue, mon cerveau, la qualité de ma peau, des centaines de mesures le prouvent. Il suit, avec une batterie d'indicateurs et toute une équipe médicale, des protocoles millimétrés. Un régime alimentaire strict, là encore des compléments alimentaires, de la luminothérapie. Il a même fait des transfusions de sang de son propre fils. Et lui-même assure qu'il est en train de rajeunir. Mais en réalité, personne n'en sait rien parce qu'on ne peut pas le mesurer objectivement. Il n'y a pas d'essai clinique possible pour valider ces affirmations. Et donc, sa quête sans limite d'immortalité paraît au mieux farfelue et au pire assez dangereuse. Et ce n'est pas le seul à s'intéresser à la vie éternelle. On en avait parlé dans un précédent épisode de La Loupe sur le transhumanisme avec notre collègue Sébastien Julien. L'exemple le plus connu, c'est sans doute celui de Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google. En 2013, ils ont créé une société qui s'appelle Calico, dédiée entièrement à la lutte contre les causes du vieillissement. À cette occasion, les deux compères ont affirmé qu'ils allaient tuer la mort, rien que ça. Mais il n'y a pas que, en fait, dans ce club des milliardaires, parmi les noms connus, il y a quand même Mark Zuckerberg, Elon Musk, bien sûr. Le problème, c'est qu'on devine bien qu'il y a une dimension marketing dans ce discours. Et pour certains scientifiques, les transhumanistes ne sont qu'une coquille vide, voire des parasites. C'est-à-dire qu'ils s'accaparent les progrès de la science pour tenir et élaborer leur discours. Ils surfent dessus, mais eux, pour le moment, n'ont rien produit de concret. Il faut donc se méfier des remèdes miracles et des grands programmes irréalistes qui nous promettent une jeunesse éternelle. Mais Léa, notre vingtenaire d'aujourd'hui, peut tout de même faire quelque chose pour espérer vivre plus longtemps et en bonne santé. Ma grand-mère disait déjà « Ne mange pas trop, dors bien, fais du sport, fais de l'exercice ». Ce sont simplement des conseils de bon sens. Mais aujourd'hui, les recherches en biologie moléculaire montrent en fait que ces bonnes pratiques ont des effets. Actuellement, il vaut mieux suivre ces bonnes pratiques plutôt que de prendre n'importe quel médicament anti-vieillissement. Stéphanie, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Venki Ramakrishnan, prix Nobel de chimie et auteur du livre Why We Die, qui est intervenu lors du colloque de l'Express. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en attendant les progrès de la science, dont on a parlé au début du podcast, il y a des choses simples qui fonctionnent pour bien vieillir. Exactement. Bien vieillir, c'est garder au maximum toutes ses capacités, comme la vue, l'audition, la mémoire, le bien-être psychique, et puis la santé générale, et éviter les maladies chroniques. Et donc, effectivement, chaque individu a la possibilité d'agir, soit seul, soit effectivement avec l'aide des politiques qui peuvent mettre en place des mesures destinées à favoriser la lutte contre la dépendance. Donc, en fait, c'est assez simple. Il s'agit de lutter contre la sédentarité, d'avoir une bonne alimentation en se conformant notamment, ou en tout cas en s'aidant du Nutri-Score, et puis évidemment de limiter l'alcool, de ne pas fumer, etc. etc. Et donc, voilà, si déjà chacun d'entre nous appliquait ces mesures à la lettre, ou en tout cas le plus possible, évidemment que beaucoup d'entre nous auraient de grandes chances de bien vieillir beaucoup plus longtemps. Ça, c'est pour prévenir la dépendance, mais est-ce qu'il y a aussi des mesures d'adaptation ? Oui, c'est un autre volet qui dépend totalement des politiques publiques. Et là, l'idée, c'est de réussir à adapter l'environnement des personnes âgées pour qu'elles soient moins pénalisées par leur vieillissement. C'est-à-dire qu'on peut prévoir des bancs dans les rues pour que les gens puissent sortir et faire des pauses quand ils partent en balade. On peut prévoir sur les trottoirs des marches moins hautes pour que ce soit moins difficile de traverser la rue. On peut prévoir des temps plus longs pour traverser la rue puisque les personnes âgées marchent lentement. Il y a effectivement plein de choses qu'il serait possible de faire pour leur faciliter la vie et améliorer leur qualité de vie, même en étant très âgés. On imagine aussi qu'à l'avenir,
l'avenir, les technologies d'intelligence artificielle pourront aider les personnes âgées à mieux vieillir, à mieux, ou en tout cas chacun d'entre nous à mieux prendre soin de nous en fait, parce que Google notamment, mais d'autres acteurs aussi, réfléchissent à des assistants personnels, des sortes d'assistants personnels qu'on pourrait paramétrer nous-mêmes évidemment, mais qui nous permettraient de penser à marcher, de penser à que si on a envie de voir un spectacle, on peut s'organiser pour y aller à pied, des choses comme ça, qui effectivement faciliteraient le fait de suivre toutes les prescriptions d'hygiène de vie qui permettent de mieux vieillir et qu'on a tendance à pas forcément suivre spontanément. Parmi les innovations, il y en a une qui a été présentée au colloque, c'est le suivi de l'âge biologique. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, l'âge biologique, c'est l'âge réel de notre organisme. Ça se distingue de l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est l'âge qui est calculé depuis notre date de naissance, donc l'âge qui est inscrit sur nos papiers, etc. etc. Alors que l'âge biologique, c'est l'état de nos cellules, l'état de nos organes. Voilà. Et les scientifiques ont développé de plus en plus d'outils qui devraient leur permettre à l'avenir de réussir à effectivement mesurer objectivement notre âge biologique. Toute l'idée étant de pouvoir, si par exemple on se rend compte que notre cœur vieillit plus vite que d'autres organes, et bien de pouvoir agir en prévention spécifiquement sur le cœur. Ça sera une autre façon de faire de la prévention en fait. On va faire le test ensemble, Charlotte, si tu veux. Allons-y. Alors, de quoi tu as besoin pour ça ? D'une prise de sang, de données, peut-être de cheveux ? Alors non, j'ai juste besoin d'une photo de toi et d'une application. Donc là, tu vois, je rentre dans l'application et j'ai pas une très bonne nouvelle. En fait, il te donne 38 ans. Au lieu de 30. Alors, je te rassure, l'outil est encore en développement. Il n'est peut-être pas tout à fait au point, mais ce n'est pas pour autant un simple gadget, il est utile pour la recherche et pour contrôler les effets de la prévention sur notre vieillissement. C'est un grand changement, effectivement, d'avoir ainsi des marqueurs biologiques qui permettent de suivre les évolutions de notre organisme. Mieux connaître la vieillesse pour mieux vieillir. Les espoirs se multiplient grâce aux nouvelles approches autour de la longévité. Merci beaucoup Stéphanie d'être venue nous parler du sujet. Et demain, on te retrouve pour parler de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. À demain Charlotte. Si ce sujet de la longévité vous intéresse, vous pouvez retrouver le replay de notre colloque Bien vieillir sur le site l'express.fr. Vous pourrez aussi y lire les articles de Stéphanie Benz et du service Sciences sur le sujet. Pour ne pas rater les prochains épisodes de notre série sur les nouvelles approches en matière de santé, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Réinventer la santé est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.